Ok, donc ça c'est comme ça, chacun peut voir ses points. Donc là ici, on a jusqu'à Ignore. Et puis je vais revenir. Donc ceux qui sont à la maison, ils peuvent faire arrêt sur image, donc c'est facile d'aller revoir les points. Ça va? Et alors, je ne sais plus ce qu'on avait dit. On avait dit qu'on réfléchirait à mettre une nouvelle interro sur... Qu'est-ce que j'avais dit avec l'autre groupe? Parce que c'est tellement loin. J'avais dit Cosmos et Évolution et de faire un petit groupé collé. Et j'avais déjà donné les dates. Ok? Donc, je les fais commencer les autres. Donc, la semaine prochaine, ils font cette interrogation-là. Et vous, ce sera la semaine d'après. Donc, pour vous, c'est dans 2 semaines. Ça marche? Ok? Et regardez bien la vidéo parce que j'ai bien insisté et précisé les matières, enfin, comment j'orientais. J'ai pas encore fait l'interro, j'ai encore faire ça. Deux en Il me plus. semble en fait, le chapitre sur l'évolution, il y a beaucoup de détails, j'ai l'impression. Vous connaissez pas exactement. De quoi? Il y a beaucoup de détails, j'ai l'impression. Oui, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire ces synthèses et j'ai expliqué dans les vidéos un peu comment faire, comment orienter. Basez-vous surtout dans des cours comme ça, basez-vous surtout sur la table des matières. Tu vois, la table des matières, c'est toute une série de questions qui interviennent. Genre indices, bah, les indices sont, et alors tu sais expliquer tous tes indices. Tu as déjà les questions, quoi. Ça va? Ok pour ça? Et au bulletin, du coup, on ne va pas avoir les notes des interrogatoires. Alors, j'ai mis un examen, vous avez vu, enfin, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai mis examen, mais en fait, c'est pas un examen. C'est-à-dire que j'ai pris 2 ou 3 heures, enfin 3 heures, mais pour pouvoir faire les dernières interros, pour pouvoir donner cours le plus longtemps possible et faire la dernière interro. Donc, vous n'avez pas d'examen récapitulatif sur l'ensemble de la matière comme d'habitude. Ça va? Donc, c'est l'avantage. Et en effet, du coup, tout ce qu'on évalue maintenant à l'avance, ben, ça rentre dans la cote. Oui, parce qu'on a un bulletin, on met, vous voyez. Oui, mais on s'en fout. Enfin, je veux dire, on nous l'a mis parce que comme ça, ceux qui pouvaient, vous voyez où vous en êtes. C'est surtout pour voir votre total. C'est ça qui compte. Le truc du TJ, c'est vraiment un truc entre les deux. Il y a même des profs peut-être qui n'auront même pas de points à ce moment-là. Ok? Donc c'est surtout pour voir où vous en êtes au total dans chaque branche. Ok? Et du coup, peut-être vous mettre un peu plus le paquet qu'ailleurs pour vous dire attention, j'invente en sciences, il me reste encore un échec à rattraper et donc il faut que les dernières interros que j'aurai à l'examen ou au machin, je mette un coup pour pouvoir essayer de récupérer ça. Ça va? Ok? Ouais. Et du coup, vous avez dit que vous avez pris 2 ou 3 heures Pour l'interro, je sais pas. Pour l'examen, vous avez dit. Oui, je crois que j'ai pris 3 heures. C'est pourquoi en fait? C'est pour une interro. Pour faire la suite de la matière, donc c'est-à-dire il reste tout chimie. Et a priori, si tu regardes, donc je ne crois pas que j'arriverai à faire plus, hein, mais normalement, après chimie, il reste encore les sources d'énergie, etc. Je ne crois pas que je vous évaluerai dessus. Donc à mon avis, vous aurez juste un terreau sur chimie, mais c'est déjà beaucoup parce que c'est tout acide base et toutes les redox. Ok? Alors il y a ce chapitre-là, il est important quelque part parce que c'est sur les énergies. Et puis il y a aussi le petit chapitre que je vous ai demandé de faire seul. Mais je vous dirais vraiment, ce sera simple. Hein. Je vous dirais, si je fais des questions là-dessus, je ferai vite des questions sur, je vous dirais, il y aura ça, ça et ça comme question. Donc, ce qu'il faut vraiment après maintenant bosser, donc il faut réussir la prochaine interro et il faut bien bosser sur chimie. Ok? Parce que c'est les deux trucs. C'est quoi le petit bulletin avec le tuteur pour son prix en mai? De quoi? C'est quoi? Le petit bulletin journalier en mai, vous savez c'est quelle date pour là? C'est quand? Je ne vais pas dire, je crois que c'est un 5 mai comme ça. Je l'ai reçu dans mes mails et on ne vous a pas envoyé une lettre pour vous dire? Non? Je peux essayer de retrouver ça, mais c'est début mai. Donc de toute façon, Je crois que c'est le 5 mai. donc l'interro sur évolution et comment ça s'appelle? Cosmos, ça sera pas pour ce bulletin-là. Non, j'arriverai pas. Ok. Non, ben non, en fait, j'arriverai pas. Donc Donc. on n'aura que cette interro-là qu'on a. Ouais, et c'est vrai qu'il faut qu'en fait, j'arriverai jamais au bout. C'est horrible cette année, quoi. C'est horrible. Parce que je dois encore encoder tous les points de tout. Bon, on ne doit pas faire de commentaires, mais je dois encoder quand même tous les Si points. vous voulez, je ne vais pas mettre de points pour le TJ, je vais mettre dans le bulletin tout. T'as pas envie. J'ai envie de voir cette note comme ça. Mais non, mais ça change rien. C'est juste pour vous dire, ce qui est important dans ce TJ-là, enfin, c'est pas le TJ, ce qui est important, c'est le total. C'est ça qui compte. Le TJ, on s'en fiche, c'est une interro. C'est pas représentatif du travail de l'année, quoi. Tu vois? Donc, voilà, il n'y a pas de commentaire. C'est vraiment, c'est pas le TJ qui compte, c'est juste le total. Ok? C'est ça qui compte.
Parce qu'en effet, si j'avais fait 2 interros, ben, vous auriez eu des points différents. C'est basé que sur une interro. Ça va? Mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? C'était pour donner de l'information. Parce que sinon, il y en a qui croient que c'est OK, que tout va bien et machin, alors qu'en fait, pas du tout, quoi. Ça va? C'est pour avoir les points au total où on en est pour le moment. C'est quand même important de le savoir. Parce qu'on n'a pas eu 36 000 possibilités jusque-là, quoi. Ça va? OK. On enchaîne avec chimie. C'est vrai qu'il faudrait que je surveille quand est-ce que c'est que cette date, pour quand je dois avoir encodé les trucs, mais à mon avis, c'est genre la semaine prochaine ou un truc comme ça. Hein. Anglais. Non, on a dit que en anglais, non. À part si. Mais de nouveau, vous stressez pas. Non, c'est pas en anglais parce qu'on n'a plus anglais. Et ils se demandent s'il sera rattrapé. C'est bon. Mais après, il y a encore anglais. Non, anglais, Elle est pas là. Ah. Et il y a quelqu'un qui a des gros échecs en anglais? Qui avait quoi? Qui a des échecs en anglais? Non? A priori, alors ça devrait aller, hein, c'est bon. On est parti en chimie? Il y a 2 gros chapitres, acide-base. Vous avez bien regardé les vidéos déjà? Qui n'a pas vu les vidéos? Moi j'ai terminé Cosmos et l'autre chimie. Chimie pas. Il faut être à jour pour ça, hein, ça va? Donc il n'y a que toi, Safa, qui a vu. Toi aussi? Il manquait 30 minutes. J'ai insisté auprès des autres, je leur ai dit, mais j'ai peur que vous ne compreniez plus rien du tout. Hein. Si vous ne regardez pas au fur et à mesure. Maintenant, j'ai fini Cosmos. Il faut l'avoir vu pour l'interro, mais j'ai fini. Chimie, vous allez vous faire dézinguer parce que vous n'allez rien comprendre. Ça me fait un peu peur. Donc je vous le dis vraiment, il faut regarder les vidéos. Ça va? Il faut que vous soyez à jour. Je ne sais déjà pas comment je vais faire ici ces heures-ci. Je vais essayer de vous expliquer au mieux, mais je ne peux pas tout reprendre depuis le début. C'est pas possible. Comme vous voyez, j'ai fait 3 heures de cours hein, déjà. Donc il faut absolument que vous regardiez ça au fur et à mesure. C'est compris? Je sais que c'est pas toujours facile que vous mettez des priorités sur d'autres choses, mais le problème c'est que chimie, ça se construit hyper fort. Et il vous manque une brique que vous n'allez rien comprendre. Et j'ai besoin de faire ce cours-là pour vous donner, si vous avez un cours de chimie, que vous puissiez un petit peu comprendre ce que vous faites, quoi. Ça va? Donc c'est quand même vachement important. Alors acide-base, une fois qu'on a compris comment acide-base fonctionnait, les redox, ça va être la même démarche. Ça va? On va avoir le même genre de démarche. Bon, je vais essayer de faire au mieux, mais vous ne me facilitez pas la vie en n'ayant pas fait le boulot, hein, je vous le dis. Donc, on est arrivé où ici? Voilà, on est arrivé ici. Donc, je refais un rapide topo. On a vu les réactions de précipitation. Ça, je laisse. Et ça, j'avais fait une partie avec vous, je crois même. Alors, j'ai démarré acide-base. OK. Donc, j'ai fait une définition historique. Une définition d'Arrhenius, c'est en fait une définition qu'on voyait, c'est un modèle pour expliquer les acides-bases comme on le faisait avant. OK. Au début, on commençait à comprendre un peu comment la chimie fonctionnait, les atomes et les molécules. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait des limites, du genre, par exemple, NH3, qui est une base, parce qu'elle réagit comme une base, mais elle n'est pas expliquée par la définition d'Arrhenius. Et donc, on a développé une nouvelle définition d'un acide et d'une base. Alors, retenez-le déjà, un acide, c'est une substance qui libère des protons. OK ? Les protons, parce que je n'ai pas tout écrit, parce que je l'ai dit. Donc, c'est une substance qui libère des protons. OK ? Et la base, c'est une substance qui absorbe des protons. Ça va ? Et du coup, j'avais rappelé à tout l'autre groupe que du coup, en fait aussi, vous pouvez avoir des molécules qui peuvent être des acides, des ions qui peuvent être des acides. Et j'avais rappelé ce que c'était qu'une molécule et un ion. OK ? Est-ce que ça va pour tout le monde ? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ? Pas de questions ? Non ? Allez bien revoir tout ça si jamais c'est nécessaire. Et du coup, j'avais introduit comme concept la réaction acide-base et le couple acide-base. La réaction acide-base, je fais réagir un acide avec une base. Alors attention, dans cette nouvelle définition,
Enfin non, je vais d'abord commencer comme ça, je vais aller trop vite. Donc vous avez cette réaction. Je rappelle la double flèche, je veux dire qu'on peut avoir un équilibre, donc la réaction n'est pas forcément complète. Ok, qu'on a un équilibre qui se crée. Donc HCl libère un proton, c'est le H+. NH3, il absorbe un proton, il devient NH4+. Donc HCl est un acide ou une base? Un acide, parce qu'il libère un proton, le H+, est produit, donc il est dans les produits et pas dans les réactifs. Et NH3 est une base parce qu'elle absorbe un H+, un proton. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ouais? Et du coup, j'écris ces deux équations, je fais la sommation des deux. Vous voyez que du coup, quand je fais HCl plus NH3, ce qui se passe, c'est que le proton produit par HCl est absorbé par NH3. Et du coup, on retrouve Cl- et NH4+. Alors là, il y a deux écritures, je l'avais dit à l'autre. Quand on le laisse dissocier, donc ça dépend, il faut aller voir les réactions de précipitation, mais on peut le laisser juste comme ça. Quand il est en solution, on aura Cl- et NH4+, qui se baladent, okay. Mais s'il y a précipitation, il faut aller voir dans son tableau, s'il y a précipitation, on aura NH4Cl. Okay. Donc NH4Cl, c'est-à-dire un sel. Donc quand on a un acide plus une base, on obtient toujours un sel. Ça marche? Ça va être du dense, hein? Alors, voilà. Plus base est égal sel. Voilà. Ok? Alors, du coup, l'acide, enfin là on retombe sur Arrhenius. L'acide, ben voilà, on reprend acide chlorhydrique libère un H+, l'ammoniac prend, donc vous avez tout le même principe. J'ai fait un autre exemple avec l'acide acétique qui est une molécule organique. Juste attention, d'habitude pour tous les acides minéraux, le ou les H sont devant. Pour l'organique ici, c'est une fonction COH, donc vous avez, voilà, je vous en donne un seul, c'est le seul organique que vous aurez, et les autres on mettra des minéraux. Ça va? C'est le vinaigre en fait, hein, l'acide acétique. C'est ce qu'il y a dans le vinaigre. Et on a fait le même raisonnement et vous pouvez revoir. Et puis on a généralisé. Et donc on s'est rendu compte aussi qu'on pouvait lire cette équation. Je vais reprendre cette équation ici. Ben, je vois que HCl, donc je vais reprendre comme ça, HCl libère un H+, et devient Cl-. Donc HCl, vous m'avez dit, c'est un acide. Ok? Mais en fait, vu la double flèche, qui a un équilibre qui se crée, je pourrais aussi le lire dans l'autre sens. Ça veut dire que la réaction aussi, elle a tendance à se faire un équilibre dans les deux sens. Donc si je la lis dans l'autre sens, on a Cl-, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait le Cl- si on le lit dans ce sens-là? Il absorbe un H+, et devient HCl. Et donc ça veut dire que dans ce cas-ci, Cl-, c'est pas un acide, c'est quoi? C'est une base. Et donc, on arrive avec ce concept d'acide 1 ici, base 1, c'est ce qu'on appelle la base conjuguée. On forme un couple. Le couple HCl, Cl-, qui est un acide base. De la même manière pour NH3. NH3, vous m'avez dit, c'est la base. Donc, je vais mettre base 2 pour la deuxième réaction. Et donc, c'est une base parce qu'elle absorbe un H+. Mais si je lis dans l'autre sens, NH4+, c'est quoi? C'est un acide parce qu'il libère un H+, pour devenir NH3. Vous voyez ça? Et donc, vous allez avoir l'acide 2. Donc, vous allez chaque fois avoir des couples acide-base. Ça marche? Donc, c'est ce qu'on avait introduit comme notion, les couples acide-base. Alors, on a fait la même chose avec l'eau. Vous voyez, on a pris l'eau. H3O+, ben, il devient H2O plus un H+. Ok, et donc vous voyez que H3O+, c'est donc l'acide et H2O, c'est la base. Ça marche? Et c'est ça qui est intéressant, c'est on se dit l'eau c'est une base, c'est quand même bizarre. Et donc, ben, si on regarde la deuxième équation, on voit OH- plus H+. Donc, vous voyez ici, H3O+, on a dit acide, et donc H2O, c'est la base. Mais ici, OH- c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il libère ou il capte? C'est la base parce qu'il capte le H+, il absorbe le H+, et H2O devient
l'acide. Donc vous avez un couple H3O plus H2O ou H2O à la base, et vous avez un deuxième couple où c'est H2O OH-, et donc H2O est Peut être à la fois base. l'acide. Et donc en effet, l'eau peut aussi bien être base que acide. Et donc avec cette nouvelle définition ici qu'on a, on n'est pas un acide ou une base de manière intrinsèque en soi, on n'est qu'un acide ou une base en fonction de la situation. C'est-à-dire que en fonction de est-ce que je libère un H+, ou est-ce que j'en absorbe. Vous comprenez? Et c'est un rapport avec le plus qui est acide. De quoi? C'est un rapport avec le plus qui est acide. Non. Donc, non, mais on va y venir, tu reposeras ta question un peu plus loin. C'est encore un petit peu tôt pour que je puisse y répondre tout à fait. Ok? Mais il y a d'autres substances qui sont, pour répondre rapidement, il y a d'autres substances qui sont dissoutes dedans. Mais quand j'y viendrai, quand on avancera un peu, reviens avec la question, ça deviendra intéressant. Ça va? Conclusion, ben voilà, on dit qu'ils ont un caractère amphotère, que ce sont des ampholites. L'eau est ampholite, c'est-à-dire qu'elle peut avoir les deux caractères. Et j'étais arrivé là et j'avais dit, en fait, tous les intermédiaires des polyacides ont un caractère amphotère. Donc un polyacide, c'est un acide où il y a plusieurs H, qui peut libérer plusieurs H. Je pense H2SO4. Ok? Ben, H2SO4, il peut faire que donner un H+, donc il est d'office acide. Mais si je prends HSO4-, ok? HSO4-, il a déjà libéré un H+. Donc HSO4-, c'est la base de H2SO4, mais il peut encore libérer un H+. Ok? Et donc c'est l'acide de SO4-. Est-ce que ça c'est clair? Non, ça va répéter. Oui. Donc, je reprends ça. Je prends H2SO4. Je vais faire en blanc. H2SO4. Ok? Il peut libérer un H+, et du coup, qu'est-ce qui restera? HSO4-. Est-ce que ça, tout le monde sait faire? Si on libère un H+, j'ai bien refait ça dans la vidéo pour les autres, mais tout le monde voit ça ici? Si je libère un H, ben, il y a un H en moins, donc c'est HSO4. Et comme j'enlève un plus, il reste un moins. Ça va? Donc on aura HSO4-. Est-ce que ça va? Ouais? C'est en très rapide là, je développe tout ça et je redétaille tout dans la vidéo, donc allez bien revoir. Ça va? Je le fais juste pour que vous ayez les clés. Ça va? Mais il y a toute l'explication et le mécanisme, et c'est important que vous les ayez pour que ça reste dans votre tête et que vous n'oubliez pas. Là, vous comprenez comme ça, mais vous n'avez pas tout le détail de l'explication, donc c'est quand même, vous risquez de l'oublier. Ça va? Donc je vous dis, c'est hyper important d'aller voir. Hein. Je sais pas que je peux faire que vous le dire, mais si vous le faites pas, vous allez vous faire coincer, quoi. Ça va? Alors, je reprends HSO4-, mais donc voilà. Donc je rappelle, ça c'est donc un acide et ça c'est une base liée. Mais on peut aussi imaginer HSO4-, il peut lui-même libérer un H+, voyez, et devenir SO4 2-, moins. Ça va? Et donc HSO4, il peut, dans ce cas-ci, c'est quoi? C'est un acide, et ici vous avez SO4 2- qui est la base. Et donc vous voyez que HSO4-, qui est l'intermédiaire donc, du polyacide, de H2SO4, il peut être soit d'acide, soit de basique. Et vous pouvez faire le même raisonnement avec, j'en ai mis plusieurs comme ça, H2S, donc HS-, H3PO4, donc H2PO4- et HPO4-, c'est tous les intermédiaires. Donc tous ces intermédiaires peuvent avoir les deux caractères. S'ils peuvent capter un H+, et s'ils peuvent en libérer un, ils sont amphotères. Compris? C'est beaucoup, hein, parce que du coup, je rappelle les notions d'ions, les électrons, les charges, ça fait beaucoup. Hein. Ça marche? Vous n'êtes pas noyés? Alors, j'enchaîne après avec ça, avec mesure de l'acidité et de la basicité d'une solution. Alors, allons-y. Je vous propose de lire, on va regarder. Donc, c'est la notion de pH. Vous avez déjà tous entendu le pH, ce que c'est, mais on va comprendre ce que c'est vraiment un pH cette fois-ci. Ça va? Alors, qui est partant pour lire? C'est toujours Hamza? Allez, Il vas-y. est important de quantifier avec précision l'acidité ou la basicité et certains milieux. Prenons l'exemple de la fraise qui poussera mieux sur un sol basique alors que
les azalées C'est des fleurs. un sol acide. De la même manière, les éleveurs de poissons connaissent aussi ce phénomène. Il faut une acidité de l'eau associée aux espèces de poissons. D'autres exemples pourraient nous amener à montrer qu'il est indispensable de pouvoir mesurer avec précision l'acidité de différents milieux. Ok, donc je sais pas, quand on a des poissons, des machins comme ça, dès que c'est un peu trop acide, tous vos poissons ils crèvent. Hein. Donc on met des petites languettes pour déterminer le pH et savoir que tiens, le poisson il vit entre tel et tel pH. Donc c'est quand même des notions qu'on utilise assez souvent. Hein. Je sais pas si vous allez de temps en temps à la piscine ou dans des spas ou dans des machins comme ça. Il y a toujours des gars qui viennent pour tester l'eau comme ça. Ben, ils testent le pH de l'eau. C'est un des critères. On doit vérifier si le pH n'est pas trop haut, parce que ou trop bas, enfin, si c'est pas bon, il peut y avoir des développements de bactéries ou des machins du genre. Donc voilà, il y a plein de tests et ça, c'est un des tests qu'on fait. Ils font quoi pour augmenter l'acidité? Alors, c'est surtout que ça peut être des indices. Donc si tu veux augmenter ou diminuer l'acidité dans l'eau, en fait, ce qu'ils font, c'est au niveau du chlore, sans doute. Donc tu vois, c'est un peu la javel et en fait, c'est la quantité de javel qu'ils mettent dedans. Je ne peux pas réfléchir aux réactions, mais c'est probablement ça. À mon avis, c'est même beaucoup plus complexe. Il y a plein de trucs. Les gars qui font ça juste comme ça, on leur dit, vous vérifiez, ça doit être vérifié comme ça. Mais après, dans les chaudières, dans les machins comme ça, dans les gros trucs, il y a des spécialistes, il y a des sels qu'on met, il y a des réactions chimiques, on regarde les réactions qui sont dedans. Donc il y a vraiment des chimistes qui s'occupent de ça. Quoi. Ça va? J'ai un pote d'ailleurs qui fait ça en partie. Alors, l'eau dans la théorie de Bronsted. Regardons ça. Donc, on avait dit un certain nombre de choses, mais on va essayer de comprendre justement que cette eau, elle a une grosse importance. Allons-y. On sait que l'eau pure ne conduit pratiquement pas le courant électrique. Si on utilise un conductimètre suffisamment sensible, on doit reconnaître que l'eau pure a une très faible conductivité. Il faut donc qu'elle renferme des ions libres, mais quelle est l'origine des ions libres présents dans l'eau pure? Alors, d'abord, problématique. Donc, normalement, on a dit, vous voyez, je ne sais pas, vous avez déjà vu cette expérience. Hein, si je fais un circuit électrique avec une petite lampe et que je les mets dans l'eau, ça ne s'allume pas, okay, si c'est de l'eau pure. Et puis, si je mets un peu de sel, ça commence à s'allumer. Vous vous souvenez de ça? En fait, je mets un peu de sel, qu'est-ce qui se passe? Le NaCl devient Na+, et Cl-, et donc les charges peuvent circuler. Donc ça veut dire que le courant ne peut circuler que s'il y a des ions. Donc a priori, théoriquement, dans l'eau pure, c'est H2O, il n'y a pas d'ions. Donc dans l'eau pure, il devrait avoir 0 courant électrique qui est possible de passer. On est d'accord? Et pourtant, si on a, alors ça ne marche pas avec tous les conductimètres, mais un conductimètre très très précis, on a un courant qui passe. Donc, conclusion, si un courant passe, ça veut dire qu'obligatoirement, il y a quoi dedans? Des ions. Pas du sel, parce qu'il est pur, on sait qu'il n'y en a pas. Mais il doit avoir des ions. Et ça, vous voyez, c'est bizarre, parce qu'on dit c'est H2O, où sont les ions quand il y a H2O? Eh bien, c'est là qu'on va réfléchir, et c'est une des bases. Donc ça veut dire, vous voyez que c'est une vraie question qui se pose, quelle est l'origine des ions dans l'eau pure? Ça va? Et c'est vraiment une question assez embêtante hein, au départ. Il a fallu trouver, et c'est ça qui a permis aussi le développement de la théorie des acides bas chez Bronsted. Voyons, quelle est leur concentration et quels sont les facteurs susceptibles de modifier ces concentrations. Donc c'est toutes les questions auxquelles on va répondre. Alors regardons, origine des ions dans l'eau. Ok? Donc, je te laisse continuer à lire, sauf si ça en change un peu. C'est ça, hein? Ouais. Les ions libres sont dans les livres d'autoprotolyse de l'eau, par conséquent dû au caractère. Alors, par conséquent, dû au caractère. Alors, l'eau, elle a un double caractère acide-base, que je vous ai dit là tout à l'heure, ça s'appelle un caractère amphotère. On y est presque. Un caractère amphotère. C'est un A ou un O? A. AM. Amphotère. Ça va? Ceci nous amène À écrire l'équation suivante. Alors, c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est de l'eau qui réagit avec de l'eau. Comprenez? Alors, voyons, on va essayer de faire ça un petit peu. Je vais essayer de le faire proprement, on n'a pas beaucoup d'espace. Donc, H2O plus H2O.
il réagit et donc on a de l'autoprotolyse. Ça veut dire que l'eau réagit avec elle-même et elle va aller arracher un électron ou aller en donner un. Alors si vous voulez, on peut le faire en 2 étapes, comme ça vous avez un peu d'entraînement aussi par rapport à l'autre stratégie. Je ne l'avais pas prévu, mais on peut le refaire. Donc on avait vu, l'eau, elle peut libérer un H+, elle devient quoi? Donc si elle libère un H+, elle devient OH-. Ok, ça c'est une des réactions. Et on peut avoir une autre réaction où l'eau n'est pas... Donc ça c'est bien un acide. Ok, et ça c'est la base conjuguée. C'est ça ce couple-là qu'on avait vu. Et à l'inverse, on pouvait aussi avoir H3O+, ok, qui... ouais, je ne me trompe pas. Qui... ouais. Je vais le noter comme ça. Je suis occupé à me dire que j'ai fait une bêtise. Je n'avais pas tout à fait prévu, mais continuons à le noter comme ça. On a H3O+, qui fait quoi? H- plus OH+. Alors, qui libère un H+, plus O. Ok? Alors, je ne l'ai pas écrit dans le bon sens. J'aurais plutôt dû faire que dans l'autre sens. Pourquoi c'est pas bon du coup? Donc, je vais la réécrire dans le bon sens. J'ai mal fait. Donc, c'est H2O qui capte un proton. Donc, je vais le refaire comme ça. Je vais l'effacer. C'est juste, on peut la lire dans les 2 sens, hein, mais pour que ce soit logique ici. H2O plus un H+. Donc, ici, on a H2O. Est-ce que c'est un acide? Non, c'est Non. Pourquoi? Parce qu'il capte très bien. Donc, c'est une base. Et il devient H3O+. Quoi? Pourquoi vous avez écrit A au-dessus? Mais ici, là. Mais parce que là, c'est un acide. Pourquoi c'est un acide? Je ne suis pas sûr que tu aies compris, parce qu'il y en a qui ont compris, mais je veux être sûr que tout le monde ait compris. Pourquoi c'est un acide dans ce cas-là? Il absorbe. Non. Un acide, ça fait quoi? Ça libère. Regarde, c'est H2O qui devient OH- et un H+. Donc, il a libéré un H+. Tu comprends la lecture de ça? Et l'autre, H2O, c'est une base. Pourquoi? Parce qu'il absorbe. Il absorbe le H+. Donc, c'est H2O et le H+, qui deviennent H3O+. Ça marche? Et du coup, si je fais ça, donc je vais juste les remettre comme ça. Voilà. Si je fais ça comme ça, j'ai pas oublié un plus quelque part? Si. Voilà. Du coup, vous avez, si je rajoute H2O plus H2O, ok, attention dans les 2 directions, qu'est-ce qui va se passer? Donc H2O, comment on voit ça? H2O plus H2O plus H+, ça devient, qu'est-ce que j'écris? H5. non, Oui, et on peut commencer, hein, vous suivez dans l'ordre. Qu'est-ce qu'il y a ici? Donc j'ai fait H2O plus H2O plus H+, réagit, H+, plus OH-, plus H3O+. Ok? Ça, on a fait 56 000 fois hein, avec les précipitations et les acides bas. J'ai fait plein de fois avec les autres. Hein. Ça va? Donc, vous voyez qu'il y a H+ d'un côté et H+ de l'autre. Donc, évidemment, ça se simplifie. C'est le même H+ qui est produit. Et donc, vous obtenez l'équation dont je vous ai parlé. H2O plus H2O donne OH- plus H3O+. D'accord? Donc, c'est ça qu'on obtenait ici. H2O plus H2O donne H3O+, plus OH-. Ça marche? Les deux H+ se simplifiant. OK pour tout le monde? Alors, on continue la lecture. Cette réaction
conduit à un état d'équilibre. Je lis moi parce qu'il y a une demi-phrase. Caractérisé par une constante. Alors là, il faut que je réintroduise un petit truc. C'est un truc qui a été vu normalement l'année passée, en 5e. C'est un truc que je vous ai donné dans les vidéos que je vous ai expliqué, dans les vidéos de l'année passée, mais je ne sais pas si tout le monde l'a vu dans le travail de l'année passée. Donc, c'est un truc que vous avez fait quand vous étiez seul à la maison. Ah ouais, ouais. Donc, je vais repartir là-dessus. Donc, vous voyez qu'il y a cette double flèche. Vous voyez la double flèche? La double flèche, et de nouveau, ça se trouve aussi, j'ai donné une explication de cette double flèche dans la vidéo, vous pouvez aller voir dans le détail, la semaine passée. Ces réactions-là peuvent se dérouler dans les deux sens. C'est ça qu'elle veut dire, la double flèche. Puis, à un moment, il y a un équilibre. Okay, donc, je sais pas, je prends H2O, j'ai un H2O qui va libérer un H+, okay, et un autre qui va absorber le H+. Mais en même temps, il y en a un autre qui va absorber un H+, et l'autre qui va libérer. Et donc, en fait, cette relation, à un moment, on a un équilibre. On ne va pas avoir plus que des H3O+, et des OH-. Donc, on a les H3O+, et les OH- qui vont reformer de l'eau. Donc, la réaction se fait dans l'ensemble. Et puis, à un moment, il y a un équilibre qui se crée. Okay, toutes ces réactions comme ça, de ce type-là, incomplètes, eh bien, qui se trouvent à l'équilibre, on peut calculer une constante. Et il y a une règle que j'avais donnée l'année passée, que je vous avais dit ce serait bien que vous intégriez bien ça parce qu'on réutilise, donc je vous la redonne maintenant. En fait, pour calculer une constante, il y a une phrase toute simple que je vais vous donner, comme ça vous pouvez mettre. Donc, une constante, pour la déterminer, c'est le produit des produits sur le produit des réactifs. Comme ça, c'est facile à retenir. Produit des produits sur produit des réactifs. OK? Quand vous dites sur, c'est divisé. Divisé. Alors, je n'avais pas tout à fait prévu, mais je vais quand même devoir le faire. Je réfléchis juste parce que comme je le fais un peu à l'arrache, je sais pas, j'espère que j'anticipe pas tout. Mais donc, je vais faire comme ça. Imaginez, donc, de manière générale, j'ai une substance A, ça peut être HCl, ça peut être n'importe quoi. Et le petit a devant, c'est son coefficient stoichiométrique. Okay, comme ça, vous voyez. Il réagit avec une substance B, le coefficient stoichiométrique devant. Ça va? Donc, je ne sais pas moi, H2O et il y a un 4 devant. Tout le monde comprend? Ils réagissent et ils donnent une substance C avec son coefficient stoichiométrique et une substance D. Ça va? Donc, pour trouver la constante, comme ça vous voyez, la constante de la réaction, qu'est-ce qu'on fait? On fait le produit des concentrations, donc le produit des produits. Donc, vous vous rappelez, il y a ce symbole-là qui indique la concentration. Tout le monde se souvient de la concentration? Ok, donc ça, on va devoir revenir. Donc, concentration de C. Alors, je vais revenir après dessus. Je vais d'abord revenir avec cette formule. Exposant C, le petit c, ok, fois la concentration de D ok, sur la concentration de A, et on va le faire, hein, fois la concentration de B exposant B. Vous voyez, on a fait le produit des produits sur le produit des réactifs. Ça va? Tout le monde a saisi ça? Alors, rappel de ce que c'est que la concentration? Ouais? Ça va, j'enchaîne, hein, parce que si jamais on peut faire une petite pause, à un moment on l'a fait, mais je termine mon raisonnement. Donc, les concentrations, c'est quoi? Alors, je peux noter C, mais en fait, pour la concentration, mais entre guillemets, c'est les concentrations partielles. Donc, passons. La concentration, ça s'exprime en moles par litre. C'est-à-dire, c'est le nombre de moles que j'ai dans un litre. Donc, dans un volume de solution. C'est-à-dire N sur le volume de la solution. Le nombre de moles de soluté sur le volume de la solution.
Est-ce que c'est compris? Tout le monde, ça se rappelle tout le monde ce que c'est maintenant? Oui? J'attends 2 secondes que vous notiez et puis que vous réagissiez pour voir si c'est pas bon. Monsieur, Ouais? le C, on peut le remplacer par le S. Non. Ah, alors bien vu. Donc dans les cours, j'avais fait la solubilité, mais elle veut pas dire la même chose. Mais C'est la même forme. c'est les mêmes unités. Mais donc la solubilité, c'est un cas limite. Tu vois? C'est le maximum que tu peux mettre de mol dans un volume de solvant. Tu vois? Donc c'est un maximum. Alors que ici, ça peut être variable. Ça va? Compris la différence? Mais en effet, il y a la même structure, bien vu. Est-ce qu'il y a des questions sur la concentration? C'est bon? Ouais. Donc, en fait, maintenant, on va le faire pratiquement. Vous voyez, on regarde ici. On va faire, parce qu'on va devoir travailler des concentrations tout le temps. Donc, on va le faire ici ensemble. Ça veut dire que si je calcule, j'ai pas beaucoup d'espace pour ça, mais bon, je vais quand même devoir le faire. Donc, est-ce que vous voyez les coefficients stoichiométriques? C'est quoi les coefficients stoichiométriques de cette équation? C'est quoi les coefficients stoichiométriques? Oui, c'est combien? C'est 1. Donc vous avez 1, 1, 1, 1, 1. Donc les A, B, C, D, là, en minuscule, c'est 1 à chaque fois. Donc c'est facile. Ça va? Donc pour ici, donc on va la construire. C'est le produit des produits. Donc quels sont les produits? Non, ça c'est les réactifs. H3O+. Donc ça va être... Donc pour calculer la constante, donc K... Ok. La constante, on appelle ça de l'eau. Attends, je vais mettre la constante de cette réaction, je vais mettre ça comme ça. On va faire H3O+, la concentration d'H3O+, exposant quoi? 1. Ok. Donc, en fait, du coup, on ne doit pas le mettre. Ça va, je l'ai mis ici pour que vous voyez, mais donc c'est la même chose. Fois, qu'est-ce que j'indique? La concentration en OH-, exposant 1, divisé par la concentration en H2O. Qu'est-ce que je peux mettre? Alors, non, alors c'est fois la concentration en H2O. Donc en effet, et là vous voyez le lien, c'est 2 H2O. Ok? Et donc j'écris quoi? H2O fois H2O, ça fait... Enfin, concentration d'H2O, c'est H2O au carré. C'est la même chose. C'est pour ça que vous voyez que le principe reste comme ça. C'est pour ça qu'on a l'exposant qui se met là. Ça marche? Vous avez saisi? Ouais? Oui, je vous ai dit, hein, c'est pas facile. Je suis obligé de faire des rappels sur plein de choses. L'année passée, il y a des trucs encore qui ont manqué et tout. Et donc, il faut vraiment, je vous dis, voir les vidéos pour pas se faire complètement larguer. Hein. Parce que là, vous comprenez, mais vous allez vous faire là. Enfin, même vous comprenez qu'à moitié. Je suis pas sûr que ça. Je sens. Enfin, je sais pas si vous sentez, mais c'est difficile, quoi. Ça va? Et voilà. Alors. Ensuite, bon, vous avez cette concentration. Alors, le truc, c'est la concentration de l'eau dans l'eau. C'est toujours la même chose. Vous voyez? Donc, comme ici, on a toujours fait la même chose, on a fait passer, ça c'est un petit truc que je vous montre. J'ai plus beaucoup d'espace, mais je vais quand même le faire ici. On a fait passer H2O au carré de l'autre côté. Vous voyez? Dans le K. Donc on a fait K fois la concentration d'H2O au carré, parce que c'est toujours la même chose, cette valeur, je vous dirai après. Donc, regarde, c'est pas compliqué en termes de compréhension. Donc tout ça ici, je le fais passer ici. Donc je vais faire K fois cette concentration-là. Ça va? Et je vais inventer, je vais dire que K fois, donc je vais mettre comme ça, K fois
la concentration d'H2O au carré, je vais lui donner un autre nom. Je vais mettre KW. KW, K water. K de l'eau. Ça va? Et donc, ce K de l'eau, il est donc égal à combien? À, parce que c'est ça qu'il faut retenir, la concentration en H3O+, fois la concentration en OH-. Compris? Oui? Donc, ça c'est la formule importante. Et je vous ai fait la démonstration. Donc en fait, pour faire la démonstration, je reprends, j'ai ma réaction. J'ai utilisé la loi des équilibres, produit des produits sur produit des réactifs. OK? J'ai créé une nouvelle constante. En fait, c'est ça qui vous pose problème, j'imagine. C'est cette création de nouvelles constantes. C'est parce qu'en fait, la concentration de l'eau dans l'eau, voilà, ça fait une nouvelle constante. Ça ne va pas changer. OK? Ça ne changera pas, ça sera toujours la même chose. C'est l'eau. Donc, on le fait passer ici, OK, pour créer un nouveau cas, si vous voulez, qu'on appelle KW. OK? Et ce KW, c'est la concentration d'H3O+, fois la concentration d'OH-. La concentration de l'eau, parce qu'on est d'accord que le 4W, c'est H2, la concentration de H2O au carré. Oui, mais c'est juste, voilà, c'est juste pour vous montrer comment on arrive à cette concentration. Et en fait, c'est pour vous montrer le raisonnement, pour pas amener directement à KW égale ça. C'est pour vous montrer comment on est arrivé avec en fait des notions qu'on a déjà vues avant. Ça va? C'est pour vous montrer le raisonnement. Ça va? Donc, mais finalement, ce qui nous intéresse, c'est ça. C'est KW égale, c'est cette constante, elle est égale à ça. Et alors, je vais continuer ici. Parce qu'il y a les valeurs, mais ça je vais le mettre après, on va suivre l'ordre. Donc vous voyez qu'en dessous, il y a pour toute solution à queue le produit des concentrations OH- et H3O+, et une constante KW. Ok? Ce produit s'appelle, je vous donne le nom, produit ionique de l'eau. De l'eau. Et on écrit KW. Est-ce que vous voyez? Donc le produit de la concentration en H3O+, et en OH-, c'est le KW de l'eau, et c'est une constante. Ça veut dire une constante que c'est toujours la même. Ok? Vous ne savez pas encore la valeur, je dois vous la donner. À 25 degrés, et nous on fera comme s'il y a toujours 25 degrés, je peux le mettre, sa valeur est à 25 degrés, ça va, vous ne devez pas retenir, parce qu'on considérera qu'il est toujours qu'à 25 degrés, elle vaut, donc le KW égale 10 exposant moins 14. Ok? Mais juste avant, c'est quoi? Quoi? Vous avez écrit 25 degrés. À 25 degrés, c'est parce que la valeur à 25 degrés, c'est 10 exposant moins 14. Et si vous n'êtes pas à 25 degrés, considérez que vous êtes à 25 degrés, on utilise ça toujours comme ça. Je le précise ici pour être tout à fait juste, parce que dans la réalité, si on change de température, le KW varie légèrement autour de cette valeur. Mais en fait, c'est facile, parce que 25 degrés, on est souvent autour de cette valeur, et en fait, tous les calculs de pH sont déterminés par rapport à ça. Ok, donc quand on fait du pH, on considère qu'on est à 25 degrés. Ça marche? Et du coup, monsieur, la formule, toute dernière formule que vous avez donnée, Oui. W est égal à H3O+. La concentration en H3O+, fois la concentration en OH-. Donc ça veut dire que H3O+, fois OH- est égal à... C'est toujours 10 moins 14. Ça va? Mais c'est bien ce que tu fais, parce que tu es occupé à essayer de comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que si, c'était le but, hein, mais comme tu m'amènes avec ta question à ça, ça veut dire que si la concentration en H3O+ augmente, celle en OH-, qu'est-ce qu'elle fait? Elle diminue, puisque le produit doit être constant. Si celle en OH-, elle augmente, celle en H3O+, elle diminue. Comprenez? Et s'il y a plus d'H3O+ que de OH-, les H3O+, c'est acide ou basique?
c'est acide. Donc si on a plus d'H3O+, ça veut dire que la solution est acide. S'il y a plus d'OH-, ça veut dire que la solution est basique. Et donc, en déterminant les concentrations de l'un ou de l'autre, on va pouvoir dire si c'est acide ou si c'est basique. Vous voyez l'idée? Après, on va le faire avec des valeurs. Hein. Une autre concentration, c'est acide et le base, c'est Donc, basique. si je regarde le KW, si je regarde la concentration en H3O+, si elle est plus grande que celle de l'OH-, c'est que c'est acide. Si elle est plus petite, c'est que c'est basique. OK? Et en fait, si elles sont égales, c'est que c'est neutre. Tout le monde a compris? Et c'est pas mal parce que ce que vous faites est vraiment bien. Ça veut dire qu'on peut déterminer quelque chose. Bon, je pensais le faire plus loin. Je vais déjà, on va l'écrire après, mais j'ai envie de surfer sur le fait que vous comprenez bien ce qu'on fait. Ouais? Si c'était pas H2O, on aurait mis jusqu'à 100 lieu de K. Oui, ça c'est pour n'importe quelle constante. C'est un truc que j'avais dit pour les constantes. Mais attention, j'ai fait exprès de faire... J'ai pas pris l'eau au hasard, c'est parce qu'on est occupé à étudier les acides en solution. Tu vois, acide base en solution. Et donc on est dans l'eau. Et donc, c'est pas pour n'importe quoi que j'ai choisi l'eau, c'est pas au hasard. Tu vois? C'est parce que ça va nous permettre de développer le principe du pH. On n'y est pas encore tout à fait, mais on y vient. De quoi? Donc KW, cette constante, c'est 10-14. Ah, il faut étudier. C'est à savoir, c'est comme ça, mais c'est facile à retenir parce que c'est 10-14. Et tu vas le savoir vite. Mais du coup, je me permets de dire un petit truc rapidement. Si c'est 10-14 et que H3O+, donc quand c'est neutre, H3O+, et OH- sont les mêmes, combien vaudrait OH3O+, et OH- quand on est neutre? Il faut que le produit des deux fasse 10-14. Donc il faudrait que 10-14 soit égal à 10 exposant quelque chose fois 10 exposant quelque chose. Et ça doit être les mêmes. Il y en a un qui sera plus 7 et l'autre moins 7. Alors si c'est plus 7 et moins 7, ça fait pas 10-14, ça fait 10 exposant 0, ça fait 1. Vous mettiez presque. Tout à fait. Si vous avez 10-7 fois 10-7, ça fait 10-14. Donc en fait, on est neutre quand les concentrations en H3O+, sont de 10-7, et donc du coup, obligatoirement, OH- est 10-7 aussi. Vous voyez cette idée? On va y revenir, hein, mais comme on était sur ce truc-là, je ne voulais pas le perdre. Ça va? Alors, lisons cette petite phrase ici. Donc là, on a la valeur. Maintenant, on peut lire la petite phrase, je vais la lire moi. Pour l'eau pure, on l'a dit, il y a, vous pouvez noter, il y a autant d'H3O+, que de OH-. C'est quand on est neutre. Donc pour l'eau pure, il y a, j'ai oublié d'écrire, autant de H3O+, que de OH-. On dit que le milieu est neutre. Ça marche? Vous avez bien toutes vos notes? Je regrette. Ok. Et Ça- je sais Ouais. pas, la première formule que vous avez donnée, avec produit de produit. Oui. Ben, c'est ça qu'on a fait. C'est égal à 1. Attends. Non. Enfin, quand c'est neutre, Une valeur au-dessus et en dessous. pas forcément, non. Mais peu importe, t'as pas besoin de le savoir. Parce que ce truc-là que je t'ai montré, c'est juste pour le raisonnement. Tu vois? Ce qui est important, c'est ce que j'ai mis en encadré, c'est le KW. Je l'ai juste fait pour vous montrer d'où il venait. Ça va? C'est ça. Mais après, à utiliser, voilà. Vous savez que KW, c'est 10-14 et qu'il faut que les concentrations d'H3O+, et d'OH- soient 10-7 et 10-7. Ça va? Ouais, donc là on a tout, hein. On a tout ce qu'il faut et vous avez ce qu'il faut là. Voilà. Est-ce que vous voulez faire une mini pause maintenant? Oui? Allez, petite pause et puis après on reprend.